Les événements s'accélèrent après la décision britannique de lever le tabou sur la livraison de ces armes. Ce sera 14 chars d'assaut britanniques qui seront livrés dans les mois qui viennent à l'Ukraine. Et la pression monte, du coup, sur Paris, sur nous, la France, et sur Berlin. Faut-il, à notre tour, franchir ce pas et livrer des chars d'assaut dont les Ukrainiens disent qu'ils pourraient leur permettre de porter des coups importants à la Russie, avant que la Russie mobilise pour sa grande opération, celle qu'on annonce depuis des lustres, après l'hiver et après potentiellement une nouvelle mobilisation. Pourquoi ne pas franchir le pas? Est-ce que les arguments sont écoutables, entendables? Des arguments psychologiques, des arguments politiques, des arguments logistiques. Mettons tout ça à plat. Et puis, j'ai hâte de vous entendre sur le sujet. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, question donc sur ces armements. Première question, qu'appelle-t-on d'abord un char d'assaut? Bien, c'est une catégorie de chars de combat, vous allez le voir, qui compte les M1 Abrams américains, les Leclerc français, les Challenger 2 britanniques et les Léopard 2 allemands. En clair, c'est du gros calibre et du gros canon. Leur mensuration, environ 3 mètres de large, 7 à 9 mètres de long, y compris le canon. Il pèse entre 50 et 70 tonnes et il coûte entre 2,5 et 5 millions d'euros pièce. Rien à voir donc avec les chars légers dont on parle depuis une quinzaine de jours. Pourquoi, alors que les Britanniques vont livrer des Challenger 2 que vous venez de nous montrer, pourquoi la France est-elle de son côté, et comme l'Allemagne d'ailleurs, réticente, ou en tout cas attentiste, à livrer des chars à l'Ukraine? Eh bien, la France invoque d'abord une question de logistique. L'armée française dispose de 222 chars Leclerc. L'état-major considère qu'elle ne peut pas s'en défaire, qu'ils sont indispensables à la crédibilité de son armée de terre. D'autant que nous ne fabriquons plus de chars Leclerc depuis 2008 et qu'ils ne seront pas remplacés avant 2040 et l'arrivée possible du char franco-allemand. Mais la Grande-Bretagne n'a-t-elle pas ces mêmes problèmes de stock? Eh bien, Londres avance plusieurs arguments. D'abord, celui de la stratégie militaire. Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte alors que la Russie est sur la défensive à cause de problèmes de ravitaillement et d'un moral en berne. Le Premier ministre encourage les Alliés à déployer leur soutien à l'Ukraine le plus vite possible. Voilà ce que l'on peut lire sur le communiqué de Downing Street. Et puis, vous allez voir que c'est aussi un choix politique. Londres a réduit son budget militaire ces dernières années. Elle a effectivement autant de chars d'assaut que nous, mais elle considère qu'elle peut se défaire de 14 d'entre eux. Elle fait donc un choix différent. Et puis le dernier argument, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, veut s'afficher lui aussi en grand soutien de Kiev, comme l'a été avant lui Boris Johnson, son prédécesseur. Vous l'aurez compris, pas question pour lui de rester en arrière-plan. Voilà, je vous ai interrompu tout à l'heure, Justine. Je réalise que les 3 points forts de ces chars, il y avait aussi la protection. Ils ont un blindage particulièrement épais qui leur permet de résister à beaucoup de choses. Et ils ont aussi une vitesse de déplacement assez incroyable pour des engins de ce poids et de cette masse, puisqu'ils peuvent rouler jusqu'à 70 km/h. On entend aussi que l'autre réticence des Français, c'est que dans les faits, il faudrait au moins 6 mois avant que ces chars puissent être utilisés par l'armée ukrainienne, notamment en raison de la formation des soldats ukrainiens. Est-ce la vérité? Eh bien, 3 à 6 mois en tout cas, oui, sauf que cet argument pourrait aussi s'appliquer aux chars de combat légers AMX-10 RC que la France va livrer à l'Ukraine et qui pourraient être opérationnels à la mi-mars, après avoir formé des équipages en France. En plus de cela, 2 mois de formation, c'est aussi ce qu'il faut compter pour le char britannique Challenger 2, si on en croit Londres. Et par ailleurs, un autre précédent concernant la formation fait penser que l'obstacle n'est pas insurmontable. Les fameux missiles Patriot antiaériens que les États-Unis vont livrer à l'Ukraine. La formation des soldats ukrainiens va durer plusieurs mois sur le sol américain dans l'Oklahoma. Voici d'ailleurs les images de leur arrivée ce matin. Un argument semble malgré tout recevable sur ce point. L'idée que les Ukrainiens ne pourront pas se former à utiliser 4 types de chars d'assaut différents. L'idéal serait donc de ne livrer qu'un seul char, soit des Challenger 2, soit des Leclerc, soit des Léopard. Et c'est notamment ce que préconise Olivier Kempf, les chercheurs à la Fondation pour la recherche stratégique. Mieux vaut standardiser l'aide à l'Ukraine, ça leur facilitera le boulot. Bien.
C'est peut-être pour cela que l'Ukraine, comme un certain nombre de pays occidentaux, demande en priorité à l'Allemagne de livrer des chars d'assaut. Et c'est vrai que la pression est plus forte sur l'Allemagne que sur la France. Oui, parce que l'Allemagne, c'est le premier constructeur européen de chars de combat, avec ses Léopard 2 dont on parle tant. Et là, on ne parle pas de 200 ou 300 chars, mais on parle de 2000 chars d'assaut Léopard actuellement dans les armées européennes. Ils sont répartis en une quinzaine de pays clients de l'Allemagne, notamment 232 en Pologne, 241 en Espagne ou encore 124 en Finlande. Mais aucun de ces pays, rappelons-le, ne peut céder une partie de ses chars à l'Ukraine sans le feu vert politique de l'Allemagne. Voilà, et ça discute en ce moment dans les capitales. Il va y avoir une réunion vendredi sur la principale base américaine en Allemagne, à Ramstein. Et là, une décision sera prise, ce sera oui ou ce sera non. 2 points encore, parce que l'autre réticence française comme allemande, et c'est peut-être là le point principal, bon, en tout cas, il y a la logistique, bien sûr, et puis il y a ce point-là, c'est la fameuse théorie de la ligne rouge. Oui, cette ligne rouge, justement, qui déclencherait l'escalade et qui risquerait de nous entraîner dans la guerre. Mais les discours, ils ont évolué. On voit que depuis le début du conflit, beaucoup de lignes rouges ont finalement été franchies, notamment avec les HIMARS, avec les canons César, ou encore, plus récemment, avec les Patriotes. Alors, tout dernier point, justement, comment les Russes réagissent-ils à l'annonce britannique ? Premier pays occidental qui va livrer des chars d'assaut et la possibilité pour la France et pour l'Allemagne de suivre. Bien, vous allez le voir, la première réaction, c'est la plus virulente, c'est celle de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Ces chars brûlent et brûleront en Ukraine. Quant à Vladimir Poutine, il se contente de dénoncer, vous allez le voir, les parrains occidentaux qui augmentent leur livraison d'armes et de matériel militaire. Bref, pour l'instant, pas de quoi redouter un engrenage incontrôlé. Oui, ces 2 réactions montrent que ces lignes rouges sont plutôt des lignes en carton. Parce qu'ils ne disent pas, attention, si vous faites ça, si vous livrez des chars d'assaut, il va y avoir une escalade terrible, il y aura des représailles terribles. Ils disent, il y aura une bataille sur le front et on neutralisera vos chars. Ce qui, pour le coup, est une réaction qui paraît relativement modérée. Merci, Justine. Dominique, faut-il, pour vous, que la France suive la Grande-Bretagne et l'Allemagne aussi éventuellement et livrer des chars d'assaut ? Alors, premier point, il est impensable que la France suive la Grande-Bretagne, elle la précède toujours. Donc je rappelle simplement que la France a annoncé, et chacun joue de sa petite musique politique là-dedans. La France a annoncé il y a un peu plus longtemps la livraison de chars AMX-10 RC. Ça a été la première annonce d'un char, canon de 105 mm, puissance de feu, mais un char léger. Les Grands-Bretons donc suivent la France et eux proposent des chars plus lourds, plus importants. Des chars d'assaut. Des chars d'assaut. Alors, plusieurs remarques. La première remarque, c'est sur la ligne rouge. Je n'y crois absolument pas. Depuis le 24 février, si vous voulez, graduellement, on augmente les équipements et on s'aperçoit que les Russes ne réagissent pas. Donc, la ligne rouge, pour moi, c'est la frontière russe ou c'est la frontière de l'OTAN. Là, il y a des vraies frontières, des lignes rouges. Entre les deux, le champ clos qu'est l'Ukraine, malheureusement pour l'Ukraine, il n'y a pas de ligne rouge sur le type d'armement qui est utilisé dedans. Ensuite, chacun offre ce qu'il peut offrir. Alors, pardonnez-moi, mais la revue stratégique britannique privilégie la marine. Et donc, elle supprime 1 à 2 régiments de chars. Donc, il y a de l'armement qui est disponible. La France fait l'inverse. Elle vient de signer, il y a 2 jours, la modernisation des Leclerc pour combler le trou avant 2040, avant que le char hypothétique franco-allemand, parce que pour l'instant, on n'a aucun dessin de ce char-là, puisse être proposé. Et donc aujourd'hui, la France vous dit, moi les chars, j'en ai besoin, j'ai besoin de les moderniser, j'ai besoin de monter en gamme l'armée française. D'ailleurs, j'ai des chars Leclerc qui sont déployés en Roumanie dans le cadre de l'OTAN, et donc je ne vais pas les fournir. En revanche, les 2 flottes de chars les plus importantes, c'est effectivement les Léopards, et n'oublions pas les Américains. Les Léopards allemands. Voilà, et n'oublions pas les Américains, les M1 Abrams. Les M1 Abrams, j'évoque tout de suite, pourquoi ? Parce qu'ils sont en stock. À Ramstein, il y a des M1 qui étaient prévus dans le cadre de la mobilisation, de la montée en puissance des Américains, et donc qui peuvent être disponibles. Ensuite, les Léopards, comme ça t'est indiqué, c'est le char qui a été le plus exporté. Il y en a partout. Et donc, c'est un char qui peut être disponible, mais effectivement, ça passe par la décision allemande. Or, la décision allemande, c'est pas comme en France, ça passe par le Parlement. Et dans le Parlement, il faut le convaincre, et il faut convaincre la coalition allemande d'envoyer des chars combattre en Ukraine.
Pourquoi est-elle réticente? Visiblement, ça tient au passé allemand, à l'histoire allemande. Oui, alors on l'oublie toujours quand on vous a annoncé que l'Allemagne devait être, le chancelier Scholz disait, va être la première armée d'Europe. Oui, sauf que depuis 2045, les Allemands ont un peu oublié ce que c'était que la guerre. 1945. 1945, j'ai dit 2045. Non. Vous étiez plutôt dans la Vous avez projection. raison. 1945 ont un peu oublié ce que c'était que la guerre. Quand vous voyez qu'il y a des soldats allemands qui aujourd'hui signent un papier en disant « je veux bien être soldat, mais pas aller faire la guerre ». C'est quand même assez ahurissant. Donc, il y a un sujet dans la société, je ne dis pas dans l'armée allemande, dans la société allemande qui, depuis 1945, pour défendre le territoire allemand, oui, à la limite, mais pas plus que ça. Souvenons-nous de ce qu'on disait à propos des Verts allemands avec les missiles à l'époque de la grande discussion sur les missiles. Donc je crois qu'il faut fournir des chars, c'est sûr. Il faut fournir les chars qui sont disponibles. Les chars qui sont disponibles, ce sont essentiellement des M1 et des Léopards. On verra ce qui va se passer vendredi, comme vous le disiez à la réunion de Ramstein, parce que chacun va vouloir mettre au pot. Donc un escadron par-ci, un escadron par-là, etc. Mais après, ce que disait Olivier Kempf est vrai, ça va être très compliqué à gérer. Les pièces détachées. Alors, la formation en 6 mois sur les chars, j'y crois pas trop. Si on met des tankistes ukrainiens à la formation et à l'adaptation sur de nouveaux matériels, à mon avis, en 2 ou 3 mois, on doit pouvoir y arriver. Alors, Jean-Dominique, le général Trinquant nous dit il est souhaitable que l'Occident livre des chars d'assaut à la Russie sans avoir peur de cette ligne rouge qui serait finalement bien fumeuse. Mais pas des chars français, parce que nous avons fait d'autres choix stratégiques et notre armée de terre a besoin de ces chars. Vous dites, en ne livrant pas de chars Leclerc, Emmanuel Macron commet une erreur stratégique, car pour une fois, la défense de nos valeurs coïncide avec celle de nos intérêts. Oui. Que lui répondez-vous au général Trinquant quand il dit « mais nous en avons besoin de nos chars » Tous ces arguments techniques, militaires, logistiques, que sais-je encore, ne sont que des prétextes pour justifier le refus de l'état-major français, des états-majors français, de se séparer de ces chars. Il faut bien comprendre que il y a chaque fois que la France, le gouvernement français, les autorités françaises ont voulu livrer les chars, du matériel à l'Ukraine, il y a un bras de fer. Il faut tordre le bras des armées à chaque fois. Le général, qui connaît très bien ça, nous disait on livre des AMX 10 RC. Oui, mais on ne sait toujours pas combien ni quand. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bagarre. Les militaires ne veulent pas, pour des raisons qu'on pourra débattre, moi je ne crois pas à leur argument, mais, et peut-être aussi pour une partie d'entre eux, pour des raisons idéologiques, parce que j'entends quand même beaucoup de discours assez sensibles aux arguments russes sous l'uniforme d'anciens ou d'anciens ou de futurs anciens. Et donc, il y a une vraie résistance de l'appareil militaire français à ces livraisons d'armes. Ça, c'est un fait sociologique. C'est pas pour de bonnes raisons. Pour des raisons très fausses. Pour des raisons très fausses. Je pense que la France a intérêt aujourd'hui à être un des pays qui s'affiche comme étant fournisseur de soutien politique et militaire à l'Ukraine, et qui s'affiche très nettement, parce qu'on a beaucoup de choses à rattraper, parce que nous ne l'avons pas été au cours des premiers mois, et que nous avons intérêt, pour la reconstruction, dans ce qui sera l'Europe d'après cette guerre, parce que il y aura une Europe d'après cette guerre, même si cette guerre se stabilise, il y aura des équilibres de forces politiques, diplomatiques, stratégiques en Europe, et ceux qui auront participé à la victoire en Ukraine seront les plus écoutés, les plus entendus et les plus influents. Donc nous avons intérêt à ça. Il se trouve qu'en plus, notre intérêt politique, il est de la défense de nos intérêts politiques et stratégiques en Europe et dans l'Alliance Atlantique, coïncide avec la défense de nos valeurs. Parce que quand même, les chars, si on les envoie, nos chars, si on les envoie en Ukraine, ils participeront à la défense aussi
de nos valeurs. Et la France a 4 régiments de chars Leclerc. Personne ne me convaincra qu'avec un régiment de moins, la France serait moins bien défendue, alors que le ministre lui-même rappelle que, en cas de conflit de haute intensité, si jamais ça arrivait, 1, nous sommes membres d'une alliance, 2, l'OTAN, 2, nous avons des armes nucléaires. Donc, non, je ne crois pas à ces arguments qui ne sont que des prétextes pour ne pas se séparer de son matériel. Claude et Anne, je vous donne la parole dans un instant, mais la réponse peut-être du Oui, général. si vous voulez, cette fixette... Un régiment de moins, est-ce que ce serait un drame Je rappelle que dans le cadre de l'OTAN, les plans, la France doit fournir une division blindée. Une division blindée avec 4 régiments de chars. Donc si elle a un régiment de chars de moins, pardonnez-moi, elle ne tient pas son rôle dans l'OTAN. On a 2 divisions avec chacune Écoutez, 2 régiments de chars. Je vous en prie, il y a une division blindée fournie à l'OTAN, et dans ce cas-là, on ne remplit pas ce rôle-là. Premier point. Deuxième point. Pourquoi est-ce qu'on discute de ça à propos de l'armée française? Les autres, les Britanniques et les Allemands et les autres, c'est pas leur régiment qui dissout, ce sont des stocks qu'ils ont. C'est pas pareil. Ce sont des chars dont ils ne se servent pas, qui vont mettre au rebut ou en attente ou à la vente. Les chars Leclerc, ils ne sont pas à vendre, ils ne sont pas à mettre au rebut, on est en train de les moderniser. Donc ça n'a strictement rien à voir. Dominique, si on en parle, c'est parce que nous sommes français et que ça nous concerne. Évidemment. Voilà. Et donc, ça nous concerne. Moi, je donne pas mon avis sur ce qu'il faut faire des chars allemands ou britanniques ou américains. Je pense qu'ils devraient les livrer. Discuter des chars français comme des chars anglais ou allemands, c'est pas du tout la même chose, puisqu'on parle pas de la même chose. Ouais. On parle pas des régiments que la France doit fournir à l'OTAN. On parle de chars Léopard ou de chars Challenger qui ne sont plus en dotation dans leur pays, qui peuvent être cédés. Alors, Anne et Claude, votre sentiment? Alors, moi, je laisserai cette discussion et je voudrais revenir en fait sur le point de départ, c'est-à-dire expliquer pourquoi je suis complètement favorable à une montée en gamme des équipements que nous livrons aux Ukrainiens et d'autre part très favorable à une coordination des Européens et des Américains qui est tout à fait essentielle. Après, c'est pas tout à fait mon problème de savoir qui va faire quoi. Si c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis. Moi, je pars de 2 postulats qu'il faut rappeler. Le premier, c'est que nous voulons tous la paix et que la paix, nous aimerions qu'elle soit le résultat de négociations. Le problème que nous voyons à l'heure actuelle, c'est que personne des belligérants, aucun des 2 belligérants, ne veut la paix. Les préalables mis à la fois par les Ukrainiens, et on les comprend, ils sont agressés, leur territoire est occupé, émis par les Russes ne sont pas compatibles. Donc les négociations, pour le moment, apparaissent impossibles. D'autre part, le deuxième postulat, c'est la question de l'impunité de la Russie. C'est-à-dire que nous ne pouvons en aucune manière accepter un cessez-le-feu, un règlement qui laisserait impunie l'agression de la Russie. Parce que si nous acceptons l'impunité de la Russie, nous allons le payer très cher. L'Europe va le payer très cher. Les voisins de la Russie, l'Ukraine, bien sûr, les voisins de l'espace post-soviétique, les voisins européens. Et donc, nous ne pouvons pas accepter l'impunité de la Russie. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de tout faire pour aider les Ukrainiens à arriver à cette victoire qu'ils souhaitent tellement et pour laquelle ils se battent si courageusement, d'où la nécessité d'une montée en gamme des équipements. Et personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on n'agit pas plus vite. Et j'ai l'impression qu'étant donné les problèmes de formation, les problèmes de temps, de livraison, la temporalité est un point important. On perd un peu de temps là maintenant. Et l'enjeu est très important si la Russie s'apprête à lancer une nouvelle offensive. Pardon. Je crois que malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de choix parce que cette guerre est très particulière. Dès le premier jour, le président Biden a dit qu'il n'y aura pas de soldats américains sur le sol ukrainien. Par analogie, il n'y aura pas de soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien. Pourquoi ? Parce que la Russie est un pays nucléaire et possède un stock énorme d'ogives et de fusées pour délivrer ces ogives. Donc, puisqu'il n'y aura pas de troupes américaines, puisqu'il n'y aura pas de troupes OTAN, puisqu'il n'y aura pas de troupes françaises, nous sommes condamnés à fournir du matériel
pour aider ces pauvres Ukrainiens qui seuls auront des morts, puisqu'il n'y aura aucun mort français, aucun mort américain, par construction. Et je pense que c'est pas la fin de l'histoire. Et les chars, c'est le sujet de cette semaine, mais après, il y en aura d'autres. Les avions ? Des avions, pourquoi pas, en effet. Ça va continuer. Et comme cette guerre va continuer probablement au-delà même de l'année 2023, eh bien, ça va continuer. Et à chaque étape, il faudra fournir et s'engager davantage. Jusqu'où ? Alors, je n'en sais rien. Jusqu'où ? Je n'en sais rien, parce que si à un moment donné, à cause de la mobilisation russe, à cause des vagues de chair à canon, comme on le dit souvent, etc., je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais on ne peut pas accepter que l'Ukraine soit vaincue. C'est impossible, c'est inimaginable. Par conséquent, à un moment donné, se posera le problème, éventuellement, de l'engagement de l'OTAN. Et bien sûr, les Ukrainiens ne demandent que ça. L'engagement de l'OTAN, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire qu'à un certain moment, de troupes de l'OTAN, après qu'on ait livré beaucoup d'équipements nouveaux, montés en gamme, etc., il faudra aller encore plus loin. Avec des troupes au sol. Et le problème se posera. Puisque... Mais vous venez de dire vous-même... Ce que nous disent les Ukrainiens, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, elle n'existe pas. D'ailleurs, on vient de le dire autour de cette table. Et vous êtes d'accord avec ça, vous pensez qu'on n'est pas en train d'énerver Poutine ? Oui, bien sûr. Pour les armes conventionnelles, il n'y en a pas. Mais en revanche, il y en a probablement une pour les armes nucléaires. Et ça, on ne sait pas où elle se situe. Et on ne sait pas. Bon, mais vous dites, pardon, les Ukrainiens... il est possible d'envisager des troupes au sol de l'OTAN. C'est un sujet qui se posera probablement... Aussi préparé. C'est un sujet qui se posera d'ici l'année prochaine. On se prépare tous les jours, c'est pour ça que je parle de cette division blindée. Mais attendez, jusqu'à présent, on a pris le soin de distinguer les choses et de dire la Russie met des lignes rouges qui sont franchies à chaque fois sur les livraisons d'armes. La seule ligne rouge, c'est le nucléaire. Voilà. On ne croit pas aux lignes rouges, même si beaucoup de gens vous interpellent sans doute dans la rue. Ils m'interpellent moi en vous disant « mais est-ce qu'on ne va pas trop énerver Poutine ?» Mais l'histoire a montré que ces lignes rouges étaient effectivement en papier. Voilà. Bon. Mais en ce qui concerne, en revanche, les troupes au sol, ça veut dire là que nous déclarons co-belligérants. Est-ce que ça ne change pas la donne ? Même la ligne rouge du nucléaire est contestée par les Ukrainiens. Les Ukrainiens ou les Ukrainiennes que nous rencontrons souvent sur les plateaux ici nous disent c'est du bidon, c'est du bidon. Ne croyez pas qu'il existe une ligne rouge nucléaire. Il faut donc continuer à intervenir et un jour, en effet, la question se posera pour l'OTAN. C'est un jour un peu plus ou moins lointain. Parce que ça c'est quand même un sujet. Sur les troupes au sol, est-ce qu'on doit se préparer ? Est-ce qu'on doit envisager le jour venu d'avoir des troupes au sol aux côtés des troupes ukrainiennes ? Et pour l'instant, l'OTAN, depuis le 24 février, prépare ses troupes en cas de dérapage, d'escalade, et doit se préparer, c'est son devoir. Mais de manière défensive, si j'ose dire. Bien sûr. Si les Russes attaquent, nous sommes prêts à défendre. C'est pour ça qu'elles sont en Roumanie, en Pologne et dans les pays baltes. Mais rien ne peut dire que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, il va pas... Vous savez, depuis, qui aurait dit qu'on aurait envoyé des chars ? Qui aurait dit qu'on aurait envoyé de l'artillerie il y a 6 mois ? Personne. Et petit à petit, c'est arrivé. Donc, on s'y prépare. Et dans le cadre de cette préparation, on verra ce qui se passe vendredi. Et je suis tout à fait d'accord. Il faut monter en gamme, il faut fournir des chars, il faut préparer. Mais donnons les chars qui sont disponibles. Et non pas ceux qui sont mobilisés pour être préparés. On a eu ce point et on a eu... Non, mais les troupes au sol... C'est une autre catégorie. C'est ce qu'elles font actuellement. C'est ce qu'elles font actuellement en Roumanie. Oui, elles sont très proches de... Mais elles n'interviennent pas dans le conflit. Elles sont là pour le cas où les Russes attaquent. Elles se préparent. Mais là, on parle d'autre chose. On parle d'aller seconder, épauler les troupes ukrainiennes sur le sol ukrainien. La question... Dans quelle situation ça pourrait dans quel cas la question pourrait se poser ? Dans le cas, par exemple, d'une offensive russe de grande ampleur qui réussirait à percer le front, par exemple à Kiev ou ailleurs, dans le Donbass. Là, si l'armée ukrainienne était menacée de défaite, d'effondrement, la question pourrait se poser. On n'y est absolument pas. Et si on veut éviter ça, il faut que tous les pays de l'OTAN fournissent leur aide, y compris, je le redis, on ne relance pas la polémique, y compris, il vaut mieux envoyer des chars Leclerc aujourd'hui en Ukraine aux mains des Ukrainiens que demain être obligé d'en envoyer en Ukraine aux mains des soldats français. C'est un calcul rationnel
Mais pour vous aussi, on doit se préparer à cette hypothèse d'envoi du troupes au sol. Je l'imagine pas pour l'instant possible, mais comment, par exemple, réagirait la Pologne si l'armée russe était en passe de gagner la guerre en Ukraine? Moi, je pense que la Pologne interviendrait. Bien sûr. Voilà. Je pense que les Polonais ne resteraient pas l'arme au pied et que, vu l'énorme proximité aujourd'hui à la fois politique, militaire, sentimentale, ils iraient. Et je pense qu'ils ne seraient pas les seuls. Ils n'iraient pas seuls. Voilà. Et donc, et les Britanniques iraient aussi. Parce que les Britanniques là, c'est passionnant de vous entendre, en font une question de retour de leur puissance globale. Là, on ouvre un chapitre militaire qui n'était pas du tout envisagé. On n'y est pas encore. N'affolons pas. Mais il faut imaginer un scénario d'effondrement ou en tout cas de rupture grave du front ukrainien. Mais je ne pense pas probable, mais ça peut arriver. Parce qu'on entend toujours, il n'est pas question que l'OTAN soit en guerre contre la Russie, puisque la Russie est une puissance nucléaire. David, on a commencé la guerre, tout le monde pensait, moi le premier, que les Russes allaient gagner en une semaine. Bon, eh ben, on s'est trompé et on a commencé à dire, on va aider un peu les Ukrainiens, mais alors on va leur filer... Vous vous rappelez le débat? Est-ce que ce sont des armes défensives ou des armes offensives? Alors on envoyait des petits missiles anti-chars, voilà. On a fait tous les exposés techniques du monde sur la capacité de ces missiles anti-chars qui tirent à 500 mètres, enfin bref, voilà. Et puis au fil des mois, on grimpe dans la hiérarchie. C'est la montée aux extrêmes de toutes les guerres. Et donc on voit bien que là, aujourd'hui, ce soir, on est au 11e mois, la question c'est est-ce qu'on envoie des chars Leclerc, est-ce qu'on envoie des Léopard 2? Si ça continue, dans 6 mois... Ouais. On va parler d'autres... Même dans 2 mois, on parlera d'envoyer des missiles à longue portée et peut-être des avions de combat, voilà, ou des hélicoptères de combat. C'est la logique des choses. Mais c'est vrai que les troupes au sol, on a le sentiment que c'est carrément une autre dimension. Parce que les Ukrainiens sont en nombre suffisant. Ils n'ont pas assez d'armes, mais ils sont en nombre suffisant et ils se battent remarquablement bien. Mais donc, il y a encore, du mou. Ils sont suffisamment nombreux en quantité et ils ont la qualité militaire qui nous permet de ne pas nous poser cette question. Mais si jamais la situation changeait, effectivement, la question finirait par se poser. Rapidement. Oui, en quelque sorte, nous sommes sur une pente fatale, en effet. Mais ce n'est pas pour tout de suite. En effet, il y a encore beaucoup de marches à franchir avant de... Et j'espère que cette situation n'interviendra jamais. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est comment les Russes interprètent leur dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est lorsque il y a une menace existentielle sur le pays concerné. Comment les Russes interprètent-ils la menace existentielle sur la Russie? Il se peut très bien qu'ils supportent quelques troupes de l'OTAN en territoire ukrainien, du moment qu'elles ne vont pas en Russie et du moment qu'elles ne vont pas en Crimée. D'autant qu'ils disent tous les jours qu'ils sont déjà en guerre, que c'est l'OTAN qui leur fait la guerre. Tous les jours, la propagande russe dit « nous faisons la guerre contre l'Occident ». C'est intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que le débat aille dans cette direction, mais c'est très intéressant de voir que c'est aussi en arrière-plan dans les esprits. Un dernier mot, et c'est le mot de conclusion avec vous, Dominique, et je reviens sur la question des chars d'assaut. Est-ce qu'effectivement, vous pensez que l'Ukraine, avec 100, 150, 200 chars d'assaut occidentaux, ça changerait la donne dans cette guerre, dans les prochains mois en tout cas? Alors, une force blindée dans le cas d'une offensive ukrainienne composée de chars occidentaux changerait la donne. Ils sont d'une qualité très nettement supérieure aux chars russes. Beaucoup de chars russes ont été détruits d'ailleurs, et il faudra du temps à la Russie pour reconstituer son stock de chars. Mais il est certain que, oui, dans une offensive, les chars et les blindés d'accompagnement, Marder, Bradley, dont on a déjà parlé, etc., sont essentiels. Et aujourd'hui... Dans une bataille comme celle de Bakhmout, par exemple? Non. Ah non, dans Bakhmout, non. C'est du combat de rue, c'est très différent. C'est pour arriver à percer. L'offensive dont on parle tout le temps, c'est l'offensive en direction de la mer d'Azov pour couper en deux le Donbass de la Crimée. C'est ce type de combat dans lequel ça pourrait être utilisé, qui au passage, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de combats de chars dans cette région. Donc c'est là que c'est intéressant. Et je répète, la qualité des armements occidentaux, qu'ils soient M1 ou Léopard, et sans commune mesure par rapport aux autres. Merci
Merci beaucoup. Merci Général Trinquant. Merci Jean-Dominique. Merci Claude. Et merci Anne d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris.